Bonjour tout le monde, Michael Chadwick avec vous ce matin. Merci d'être là avec moi au niveau de cette présentation de notre webinaire. Ce matin, on parle aux PME agroalimentaires. Donc, le sujet du webinaire, comment choisir le bon logiciel ERP en 5 étapes simples. Donc, je vais vous accompagner là-dedans pour vous présenter le contenu de ce matin. L'idée aussi, ma collègue Aude est avec moi ce matin dans le chat. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des commentaires, des choses, vous pouvez écrire dans le chat et Aude va être en mesure de vous répondre. Et le lien pour le replay du webinaire va vous être envoyé aussi par courriel cette semaine. Donc, voilà. On débute la présentation. Donc, Fidelio, qui on est? On est une firme de développement informatique de Montréal. Donc, on est en affaires depuis plus de 22 ans. On est les concepteurs-éditeurs du ERP Fidelio. Et on a développé dans les dernières années vraiment un gros vertical dans tout ce qui est PME agroalimentaire, autant les gens qui sont en transformation qu'en distribution. Donc, il y a énormément de fonctionnalités qui sont déjà built-in. Et avec la nouvelle génération de Fidelio maintenant qui est dans le cloud, qui est 100% SaaS, donc, le déploiement est plus simple que jamais et plus rapide que jamais. Donc, c'est ce qu'on va un peu parler aujourd'hui, mais on va surtout se concentrer sur notre sujet qui est comment faire la sélection. Fait qu'on va enchaîner tout de suite avec le programme. Donc, on va débuter par quels sont les défis courants des PME agroalimentaires, puis comment un logiciel ERP va vous permettre de les relever. Et on va enchaîner avec les 5 étapes. Donc, comment établir les besoins et les objectifs pour le projet ERP. On va parler un peu du budget. Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans notre budget d'intégration? Il y a la partie ERP, mais il y a d'autres trucs aussi qui gravitent alentour. Quelles sont les fonctionnalités indispensables à intégrer pour une PME en agroalimentaire? Donc, ce qu'il faut vraiment valider dans votre choix. Comment on va gérer les démonstrations avec les fournisseurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Comment aussi on veut s'assurer du succès du projet ERP? Puis, on va parler un peu, comment on va maximiser, qu'est-ce qu'on va aller récupérer sur notre investissement, notre ROI, donc le retour sur l'investissement. C'est le programme qu'on a aujourd'hui et on va aussi se garder à la fin du webinaire une période de questions. Donc, il ne faut pas hésiter. S'il y a des questions, vous gardez ça pour la fin et on va être en mesure de répondre. Donc, on débute avec le premier sujet. Donc, quels sont les défis courants des PME agroalimentaires? Puis comment un logiciel ERP va vous permettre de relever ces défis-là? En gros, il y en a plusieurs, mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Donc, on va avoir des gens dans leur PME aujourd'hui qui vont peut-être avoir des enjeux au niveau de la traçabilité. On a des clients, nous, qui étaient sur le point ou qui devaient aller chercher des certifications ACEP, GFSI, SQF. Donc, d'avoir des registres papier, peut-être c'est un défi, un enjeu d'avoir ça dans un système ERP. Peut-être que ça va les aider. On parle aussi des marges. Donc, dans l'agroalimentaire, c'est pas comme si les marges étaient extraordinaires parce qu'il y a plusieurs choses aussi qu'on veut gérer dans notre système pour savoir au moment où est-ce qu'on prend la commande, bien, c'est quoi le profit qu'on va faire? Est-ce qu'on a des programmes qu'on doit payer? Est-ce qu'il y a des ristournes? Est-ce que les chaînes alimentaires vont se prendre aussi des escomptes additionnels en fonction des commandes? Donc, tout ça est important. On veut le savoir au moment où est-ce qu'on prend la commande et non pas à la fin de l'exercice comptable pour savoir est-ce qu'on a fait de l'argent ou est-ce qu'on en a perdu. Tout le monde en le sait, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc si on doit gérer des données manuellement ou ressaisir des trucs, bien, ça prend du personnel pour faire ça. Ça prend aussi du personnel qualifié, c'est peut-être là aussi les défis. Dans les défis, de plus en plus, nous, on le voit avec notre clientèle, puis ce qui est arrivé avec la pandémie, donc on a eu besoin de mettre en place des outils de commerce électronique, mais B2B, donc business to business. Ça, c'est un enjeu, en fait, qui est en croissance. On veut que nos clients soient capables, donc vos clients soient capables de passer par une passerelle et faire eux-mêmes le suivi, les commandes et tout ça. Donc, pour diminuer l'impact du service à la clientèle, offrir des choses en mode libre service à nos clients. Il y a la concurrence, puis il y a aussi des enjeux maintenant de développement durable, responsabilité qu'on a au niveau des entreprises. Donc,
tout ça est dans l'écosystème, puis c'est quelques défis courants, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent s'ajouter à la liste. Comment un ERP va pouvoir vous aider? Bien, la définition même d'un ERP, c'est vraiment l'optimisation des processus, l'automatisation de certains processus et surtout, comme vous le voyez sur le diagramme ici, c'est de centraliser les informations. Donc, c'est qu'on veut traiter la donnée une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on veut diminuer le risque d'erreur. C'est prouvé que plus on va toucher une donnée dans notre chaîne logistique, dans nos processus, bien, plus on va avoir de risques qu'il y ait des erreurs, plus ça va fausser les données. Et si, encore une fois, c'est pas centralisé, bien, en fait, c'est qu'on n'a pas l'information non plus en temps réel. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'autant pour nos approvisionnements, autant pour la production, autant pour les ventes, les tableaux de bord, la finance, la comptabilité, la traçabilité, la conformité agroalimentaire, on veut centraliser les informations pour ne pas avoir à courir à gauche à droite quand que si je suis le gestionnaire de la finance, si je suis la directrice de la qualité, si je suis la directrice de la production, si c'est moi l'acheteur dans l'entreprise, bien, je veux avoir une vue globale sur tout ce qui se passe dans mon entreprise. Donc, c'est comme ça qu'un ERP va pouvoir vous aider. Au lieu de ressaisir des transactions, d'avoir des trucs à droite à gauche, bien, on vient centraliser puis on vient canaliser l'information. Donc, voilà. Étape 1, il faut établir, donc, comment établir les besoins et les objectifs de votre projet ERP en fonction du profil puis de la taille de votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. Donc, on peut se poser la question par avoir un genre de checklist aussi, de dire, bien, est-ce que je suis prêt ou est-ce que dans les prochains mois, à cause que ma mission, puis ma clientèle, puis mon entreprise évolue, est-ce que je suis vraiment prêt à faire le saut puis à intégrer un logiciel ERP? Donc, encore une fois, on a des indices, il peut y en avoir d'autres, mais l'idée, c'est sûr qu'en agroalimentaire, la traçabilité, c'est sûr et certain que c'est un enjeu majeur. Il y a des clients qui vont nous exiger certaines normes. Il y a des clients qui vont même avoir eux-mêmes leur équipe qui vont venir faire des audits chez nous pour s'assurer que la traçabilité est là et que c'est infaillible. Donc, si aujourd'hui, dans votre contexte à vous, la traçabilité, c'est un enjeu, c'est dans des Excel, c'est dans des classeurs, c'est un mix des deux. Mais si on a des exercices de rappel, ça va être un peu plus compliqué que si c'est dans un ERP, si c'est dans mon tableau de bord. Je saisis un numéro de lot, automatiquement, ça me donne les résultats en quelques secondes, en quelques clics, versus d'aller à droite à gauche dans des chiffriers Excel ou dans des classeurs papier, puis aller retrouver la traçabilité complète pour faire mon exercice de rappel. L'autre chose qui est un classique, c'est aussi de ne pas avoir les données en temps réel et pas être capable de faire du forage. Donc, souvent, les gens vont avoir un système comptable de base. Ils vont avoir peut-être des systèmes maison ou des petits add-ons ou plusieurs fichiers Excel où est-ce que chacune des personnes dans l'entreprise va travailler en silo. Et l'information, donc, sera peut-être pas partagée. Si elle est partagée, peut-être qu'elle n'est pas à jour. Donc, ça donne de la mauvaise information. Et si on a de la mauvaise information, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Donc, si c'est quelque chose qui arrive chez vous, peut-être que vous êtes prêt à faire le saut. Je traite ma donnée plus d'une fois. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Ça, c'est vraiment majeur. Donc, de dire, je me fais un rapport Excel pour voir qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter. Ensuite de ça, j'envoie par Excel un formulaire à mon fournisseur pour placer une commande parce que je n'ai pas ça intégré dans mon système de gestion. La facture va arriver, ça va être ressaisi dans le système comptable. Donc, encore une fois, on n'a pas cette vue d'ensemble. Imaginez le coût. Donc, le coût, là, ça coûte quelque chose là, de saisir la même donnée plus d'une fois. Rentabilité, coût de revient. Donc, encore une fois, dans l'agroalimentaire, avec les chaînes, il y a des programmes, il y a des ristournes, il y a peut-être des commissions à payer aux agents commerciaux avec qui on travaille. Il y a peut-être des rendus rabais sur les encaissements que les chaînes vont se prendre en plus des escomptes qui se prennent déjà. Donc, tout ça, si on ne l'a pas intégré, bien, ça fait que l'information va arriver plus tard. Donc, au moment où est-ce que je fais ma transaction, je n'ai pas une vue réelle sur la rentabilité de cette transaction-là, je vais l'avoir après coup.
Puis les inventaires, donc ça aussi, c'est un classique. Moi, en plus de 20 ans, à chaque fois qu'on pose la question aux propriétaires, aux gens qui dirigent les PME, dans le top 5 des problématiques, l'inventaire vient toujours dans ce top 5-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si la donnée ne circule pas en temps réel, puis que j'ai fait une réception, mais que c'est saisi le lendemain par les gens de l'administration, je n'ai pas une vue d'ensemble. C'est pas en temps réel. C'est pas de la bonne information. Donc, encore une fois, je peux avoir des problématiques qui vont être reliées à ça. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces exemples-là, c'est sûr et certain qu'on est prêt à faire le saut et aller vers un ERP. Ça nous prend l'équipe de sélection. Donc, ça va nous prendre un sponsor, donc un commanditaire. Si le message n'est pas fort de la haute direction, bien, le projet ERP va être plus difficile, ça c'est sûr et certain. Ça va vous prendre aussi un gestionnaire de projet, un chef de projet à l'interne qui, lui, va pouvoir faire le suivi, qui connaît bien vos processus, qui connaît les objectifs et qui connaît bien votre entreprise. Donc, des fois, les clients me posent la question, est-ce que je devrais m'engager quelqu'un de l'externe pour m'aider à faire l'implantation et à gérer mon projet ERP? Écoutez, l'idée, c'est que si on lui pose des questions à cette personne-là, puis qui ne connaît pas votre entreprise, qui ne connaît pas les tenants et aboutissants, qui connaît mal vos processus, qui n'est pas connecté avec votre mission, vos objectifs, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, aussi avoir un comité de sélection, impliquer les gens le plus tôt possible parce que dans ces gens-là, il va y avoir des agents de changement. Donc, c'est sûr et certain, ce que l'humain habituellement déteste, c'est le changement. On veut avoir des gens qui vont être capables de pousser cette vision-là que la direction a prise, d'améliorer les choses avec un nouveau système. Donc, c'est en expliquant aux gens que le changement va faire en sorte que le travail va s'améliorer, que ça va être plus simple, ça va être plus efficace. C'est sûr que ça doit faire partie de votre équipe de sélection de projet. Donc, dans la bonne équipe, c'est sûr qu'il faut évaluer est-ce que les ressources vont être disponibles. Donc, si votre champion ou la personne que vous avez en tête pour leader le projet, il n'est pas disponible, bien, c'est sûr et certain qu'encore une fois, on ne va pas aller dans la bonne direction. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'il va y avoir du temps. Ce n'est pas à temps plein. On se comprend qu'on est dans un contexte de PME, mais qu'au moins, à quelques reprises dans la semaine, il va y avoir à son horaire une plage de temps pour gérer le projet ERP. D'avoir vraiment des objectifs d'affaires. Donc, pourquoi on veut implanter ERP? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? L'idée, c'est d'avoir 3 ou 4 objectifs. Ce n'est pas d'en avoir 50 parce que, encore une fois, ça ne sera pas réaliste de dire je veux améliorer 50 trucs avec un nouveau ERP. Donc, on veut vraiment cibler qu'est-ce qui va me rapporter le plus à court terme. Et ensuite de ça, on va y aller en amélioration continue. Donc, c'est-tu, encore une fois, d'optimiser mon inventaire, réduire mes coûts, avoir des meilleurs contrôles, avoir de l'information en temps réel, avoir des tableaux de bord de gestion, avoir un outil de planification de production pour être proactif et non pas réactif. Donc, c'est des choses qui vont ressortir quand on va faire la liste de nos priorités d'affaires. Est-ce qu'il y a des lacunes majeures déjà dans nos systèmes qu'on a en place? Donc, est-ce que c'est de la vieille technologie? Est-ce que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un logiciel comptable de base avec du papier, du Excel à droite à gauche? C'est un système qui a été fait par quelqu'un à l'époque qui est plus supporté. Donc, c'est sûr et certain que dans votre choix, il faut éliminer toutes ces lacunes-là. Il faut s'assurer qu'on ne va pas retomber dans ces choses-là. C'est quoi vos besoins d'intégration? Encore une fois, dans l'écosystème agroalimentaire, il y a peut-être des choses qu'on doit maintenant se connecter avec des web services. Donc, dans votre choix, on va en parler tantôt, mais est-ce que votre nouveau ERP va avoir le coffre d'outils pour faire facilement de l'EDI avec les chaînes alimentaires? Est-ce qu'on veut se connecter sur nos machines dans l'usine, sur des balances, par exemple, qui vont venir saisir le poids de nos trucs qu'on a produits puis de les rentrer directement dans le système? Est-ce qu'on a des gens, des partenaires 3PL? Donc, moi, mon stock est entreposé chez un partenaire. Puis quand j'ai mes commandes, c'est lui qui va aller les livrer. Donc, encore une fois, d'automatiser tout ça, les liens entre votre système de gestion et votre partenaire logistique. Donc, c'est des choses qu'il faut penser puis qui sont importantes dans un projet ERP.
Quel budget prévoir, puis qu'est-ce qu'on doit penser? Donc, oui, comme je le disais tantôt en introduction, il y a la partie du ERP comme tel, mais il y a d'autres choses qui vont tourner alentour de ça. Puis gardez en tête que faut que ça soit simple aussi, surtout pour la partie ERP. Donc, dans le coût du projet, l'idée, c'est, encore une fois, si déjà en partant, la personne qui vous propose un ERP, c'est compliqué déjà dans sa liste de prix, bien, imaginez qu'est-ce que ça va être par la suite. Donc, l'idée, il faut que tout ça, ça soit simple. Donc, dans les coûts du projet, il y a des gens, des fois, qui vont aller chercher le service de consultants externes pour les aider à les accompagner à faire vraiment la première étape qui va être le mapping, le cahier de charge, les accompagner dans les démos. Donc, ça, c'est peut-être aussi un coût indirect qu'on doit évaluer. Il va y avoir le coût aussi des employés à l'interne quand ils vont passer du temps sur le projet ERP, mais effectivement, ne sont pas en train de faire les tâches pour lesquelles on les a embauchés dans notre entreprise. Donc, il faut aussi dire, bien là, s'il y a quelqu'un d'autre ou si la personne doit faire du temps supplémentaire, il faut s'assurer aussi qu'on va budgéter ça dans notre coût de projet. Et encore une fois, si vous y allez avec des systèmes qui ne sont pas déjà cloud, qui ne sont pas déjà en mode web 100%, puis qu'on doit avoir des infrastructures. Donc maintenant, les infrastructures, c'est pas juste on s'achète un serveur, il y a les serveurs, il y a la virtualisation, il y a la sécurité, il y a les VPN, il y a tout, il y a un paquet de trucs à penser. Généralement, les PME n'ont pas un admin réseau à l'interne. Donc, il faut avoir les coûts aussi externes de notre partenaire TI qu'on va ajouter dans le coût du projet pour la maintenance de tout ça. Ça, on va juste, encore une fois, pour expliquer bien la différence entre ce qui est SaaS en mode info nuagique, en mode cloud, versus qu'est-ce qui est on-premise en place sur un serveur physique. Ben, en fait, dans le coût, au niveau de l'option SaaS, c'est tout inclus. Donc, c'est pas compliqué. On paye tant par mois. Ça inclut l'usage du système. Ça inclut l'hébergement, encore une fois, sur quelque chose de solide. Ça inclut le contrat de service, ça inclut les mises à jour. Versus, si on y va dans l'ancienne façon de faire les choses, d'installer ça sur des serveurs, bien, il va y avoir des honoraires de mise en place. Il faut penser à nos backups, il faut penser aux mises à jour, des licences qu'il y a sur notre serveur et tout ça. Donc, il faut tenir tout ça en compte. Au niveau aussi des demandes d'optimisation, de personnalisation. Donc, des fois, quand on va implanter un système ERP, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, vous avez acheté une nouvelle machine, votre ancien système ne permet pas d'avoir la connectivité, puis pour vous, c'est important. Et ça, il faut chiffrer ça. Il faut savoir même combien ça va me coûter pour connecter ma machine avec mon ERP. Par contre, c'est quoi les gains que je vais avoir? Donc, quelles sont les économies récurrentes parce que là, je l'ai branché? Qu'est-ce que ça va me rapporter en tant que tel? Donc, vous avez un exemple de tarification simple sur notre site web au comsoft.ca. Vous pouvez aller voir ça. C'est très simple. C'est très, très clair au niveau de la tarification, comment ça fonctionne avec Fidelio dans un mode qui est cloud, qui est SaaS, qui est tout intégré. Souvent aussi, on parle des coûts de non-productivité ou des coûts de la non-qualité. Donc, l'idée là-dedans, souvent, on regarde puis on a les coûts qu'on pense qui sont récurrents. Donc, on a des rejets, il y a peut-être la reprise du travail, les coûts administratifs, il y a peut-être des pertes ou des rebuts. Il y a un paquet de choses qui sont tangibles qu'on va voir, que ah oui, ça c'est vrai, j'ai perdu ou ça m'a coûté plus cher à cause de ces choses-là, qui sont généralement facilement identifiables. Mais il ne faut pas sous-estimer les coûts additionnels de mauvaise qualité. Donc, si on a des retards de livraison, s'il faut relancer une production, ça a un coût additionnel. Est-ce que ça, c'est saisi dans votre système aujourd'hui? Et est-ce que vous l'analysez à long terme sur combien ça m'a coûté réellement cette année en coût de relance? Ça a peut-être eu un impact direct où est-ce qu'on a perdu des ventes, où est-ce qu'on a peut-être baissé la fidélité des clients. Ça a été plus long que prévu parce que j'ai pas une vue d'ensemble sur toute ma logistique et j'ai manqué d'une matière première ou d'un carton d'emballage.
donc j'ai dû arrêter ma production ou j'ai dû la livrer plus tard. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment regarder au niveau des coûts de la non-productivité. Puis, honnêtement, si vous faites cet exercice-là, souvent, moi, je pose la question aux gens, puis je leur dis combien ça vous coûte par jour, dans votre cas à vous, d'avoir de la non-qualité. Puis quand je fais l'exercice avec eux, puis après ça, je leur montre le coût par jour du ERP en mode cloud, bien souvent, le coût de la non-qualité est de beaucoup supérieur. Donc, c'est vraiment de regarder ça dans l'ensemble des choses et non pas seulement sur les choses qui arrivent ponctuellement puis qu'on peut attraper. Il y a toute une usine cachée des fois qui fait en sorte qu'il y a des coûts additionnels qui vont avoir un impact sur la performance de notre entreprise. Étape 3. Quelles sont les fonctionnalités indispensables à intégrer pour une PME agroalimentaire? Donc, ce qu'on veut regarder ici, c'est il y a des must-have, donc je dois avoir ça, puis il y a des nice-to-have, donc les temps qu'à faire, mais souvent, ça, ce que nous, on essaie d'expliquer aux gens, comme on disait, c'est qu'on y va par phase, on y dit, regarde, ce qui est important aujourd'hui, c'est de régler vraiment tes fonctionnalités clés. Donc, ce que tu dois gérer au quotidien, puis ce que tu gérais à droite à gauche dans un paquet de trucs qui n'étaient pas connectés central avec ton système, ça, c'est la phase 1. Puis ensuite de ça, le nice to have, on va peut-être regarder ça sur des phases d'amélioration continue. Donc, l'idée là-dedans, exemple, j'ai besoin de lecteurs mobiles pour scanner mon inventaire, pour que tout ça. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est peut-être pas un must-have. Par contre, oui, ça va améliorer les choses. Oui, on pourrait faire ça dans une phase additionnelle. Donc, l'idée, c'est de parler avec votre fournisseur, puis de déterminer ça, vraiment de cibler qu'est-ce qui est vraiment essentiel jour 1 au démarrage et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer par la suite. L'autre chose au niveau des fonctionnalités, puis dans votre évaluation en général, quelque chose qui va avoir vraiment beaucoup d'impact, ça va être est-ce que le système il doit être intuitif? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le personnel maintenant, c'est une denrée rare. Il faut s'assurer quand on va former notre personnel, ça va être simple, ça va être intuitif, le système va leur parler et que ça ne va pas être quelque chose de complexe ou de lourd à mettre en place. Donc, encore une fois, on revient sur les fonctionnalités classiques pour une entreprise en agroalimentaire, que ce soit en distribution ou en transformation. C'est sûr que ça prend de la gestion de l'eau qui est imbriquée dans le système. C'est sûr que ça prend de la traçabilité de A à Z, autant pour les matières premières que pour les produits finis. Ça nous prend un plan directeur de production. Ça nous prend une vue d'ensemble sur ce qu'on va faire à la journée, à la semaine, au mois et même à l'année si on le désire. Donc, il faut avoir cette vision-là plus à long terme pour être proactif et moins réactif. C'est sûr que dans le contexte agroalimentaire, les gens qui travaillent avec les chaînes, ils vont comprendre tout de suite. Ça prend la gestion des prix, des promotions, les programmes, les ristournes. C'est tous des enjeux que si vous faites affaire avec ces gens-là, ils vont vous en demander. C'est sûr et certain que ça doit faire partie du système. Ça, c'est des must-have. L'appel d'offres, donc, je disais tout à l'heure qu'il y a des consultants sur le marché qui peuvent vous aider. Donc, ce qu'ils vont faire avec vous, c'est justement, ils vont essayer de canaliser avec vous les must-have puis les nice-to-have dans ce qu'on appelle un cahier de charge de sélection, où est-ce qu'ils vont lister par fonction de l'entreprise qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce que vous avez de besoin réellement. Puis, c'est avec ça, généralement, que les fournisseurs ERP vont répondre à votre appel d'offres, vont dire oui, ça je le fais, ça je peux le faire ou ça je le fais pas. Puis si je le fais, est-ce que c'est intégré? Est-ce que c'est un add-on? Donc, est-ce que c'est un autre logiciel qui vient se connecter à ma suite? Donc, c'est de la technologie que peut-être je ne contrôle pas vraiment. Donc, c'est tout ça qu'il faut que ça soit clair pour vous quand vous allez faire votre évaluation des différents systèmes. Comment gérer les démonstrations avec les fournisseurs? C'est un autre élément important. Donc, l'idée là-dedans, encore une fois, quand vous allez arriver dans cet exercice-là, mon conseil, première des choses, c'est déjà, si vous avez fait l'étape juste avant, qui est la grille de sélection, le cahier des charges, ça va déjà éliminer des gens. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir 20 démos, c'est peut-être d'avoir 3 finalistes dans votre grille de sélection qui vont venir vous faire une présentation.
Comment les gérer? Ben, encore une fois, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs aspects qu'on doit valider dans notre choix. Donc, il va y avoir des concepteurs ERP comme nous, qui sont en affaires depuis 22 ans, ou des intégrateurs de solutions autres. Lequel choisir? Donc, pour vous, est-ce que, si je vous donne un exemple, vous aimeriez mieux discuter directement avec les gens qui fabriquent votre automobile, puis les ingénieurs qui l'ont designé à l'usine, ou le vendeur du concessionnaire? Donc, c'est un peu la distinction entre les deux. Donc, nous, on est le concepteur, puis les autres, c'est des intégrateurs, c'est comme des concessionnaires. Donc, si pour vous, c'est important d'avoir quelqu'un qui maîtrise la technologie, ben, c'est sûr et certain que le concepteur doit être privilégié versus un intégrateur qui ne maîtrise pas, ne contrôle pas la technologie qui va vous revendre. Avoir un scénario de démonstration opérationnelle soulignant vos processus clés, donc les besoins les plus importants. Dites-vous qu'un ERP, généralement, tout ce qui est fonctionnalité de base, il faut quand même les valider. Ça va avoir de l'importance, mais c'est sûr que ça va payer vos fournisseurs, c'est sûr qu'on va encaisser les chèques de vos clients et ainsi de suite. Mais dans le scénario, vraiment, pour trancher puis vraiment aller identifier qui va être peut-être votre seul ou deux finalistes des trois, il faut vraiment aller valider tout de suite les besoins opérationnels les plus criants. Donc, il ne faut pas passer du temps sur les facteurs wow. Donc, il y a des gens qui vont arriver puis qui vont vous présenter un paquet de trucs, mais si ce n'est pas dans le plan de démo, si ce n'est pas dans les choses que vous devez valider jour 1 qui est important pour vous, il ne faut pas avoir de distraction. Il faut vraiment focuser sur ce qui est important pour vous. Puis de dire, OK, c'est le fun, là, tu me dis que tu es dans 22 langues, dans 400 pays, puis il y a des beaux tableaux, là, mais est-ce que tu fais de la traçabilité? Est-ce que c'est intégré dans ton système ou c'est un add-on qui vient de ton catalogue de 600 add-ons qui tu ne sais pas de trop c'est qui l'a développé et tout ça. Donc, l'idée, on ne peut pas jouer avec ces choses-là dans votre caveau dans une entreprise agroalimentaire. Il faut vraiment centraliser les démos sur ce qui est vraiment clé pour vous. Les questions à ne pas oublier. Donc, on vient de le dire, est-ce que c'est vraiment intégré ou c'est un paquet d'add-ons? Donc, ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'à terme, dans la gestion de votre ERP, si jamais le add-on n'est plus supporté, si jamais l'intégrateur ne fait plus affaire avec ce revendeur-là externe qui vient se greffer, ça peut avoir des problèmes. Est-ce que la solution va évoluer? Est-ce qu'on va être capable de travailler avec un partenaire qui connaît l'agroalimentaire et qui va nous aider dans nos pratiques d'affaires? C'est quoi le plan d'implantation? Encore une fois, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est structuré? Ça va être quoi la part du client dans l'implantation? Encore une fois, si la personne vous dit, tu sais, c'est pas une baguette magique. L'idée là-dedans, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut que la personne soit transparente. Puis oui, il va y avoir du travail de votre côté. Avec n'importe quel ERP, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir en compte. S'il y a des développements, s'il y a des interfaces avec mes partenaires 3PL, l'EDI, tout ça, comment ça fonctionne? Est-ce que je vais avoir de la facturation, les développements, comment c'est analysé? Donc, tout ça, il faut que ça soit tenu en compte. La technologie que vous utilisez, est-ce que c'est récent ou c'est un maquillage d'une vieille technologie qu'on dit oui, c'est web, mais c'est pas vraiment web, mais bref, encore une fois, si c'est web, c'est pas compliqué. On ouvre un navigateur Internet, puis on travaille. S'il y a des VPN à droite, à gauche, on n'est pas dans de la nouvelle technologie. Puis, au niveau du déploiement et du support, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a de la documentation? Est-ce qu'on a accès en tout temps à quelqu'un qui peut nous aider? Est-ce qu'il y a des webinaires qui sont disponibles sur le site web du fournisseur? Donc, il y a des choses maintenant qu'il faut valider pendant les démos. Comment on va s'assurer du succès du projet ERP? Ben, l'idée est maximiser l'investissement. Donc, éviter les pièges, éviter les erreurs. Donc, comme je le disais au préalable, quand on veut, c'est une décision qui est très importante pour une entreprise parce qu'on veut aller chercher de la croissance avec un nouvel outil. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, vous êtes une équipe, le succès de l'entreprise passe aussi par l'équipe, par les employés. Il faut consulter les gens à l'interne, nos piliers, pour s'assurer qu'on ne prend pas une décision seule, puis d'avoir le buy-in, d'avoir l'input, d'avoir tout ce que notre connaissance sur notre terrain, nos employés peuvent apporter.
C'est sûr qu'il y a un décisionnaire à la fin, mais par contre, faut consulter, il faut aller chercher le feedback de son équipe. Ne pas comparer les solutions sur les mêmes critères. Encore une fois, quelqu'un qui va vous imposer un plan de démo, tu lui dis, écoute, moi, c'est pas ça que je veux voir. Je veux comparer des pommes avec des pommes. Puis je veux m'assurer que quand je vais faire ma validation, on a posé les mêmes questions, on a donné les mêmes cas écoles, on veut se faire présenter les mêmes choses pour avoir vraiment une bonne comparaison. Minimiser le temps et les efforts pour intégrer le système. C'est un travail d'équipe. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, mais faites attention. Quelqu'un qui vous dit « Ouais, ERP, ça s'implante en 2 mois », c'est pas vrai. Donc, l'idée, ça prend du temps pour s'assurer d'avoir un travail de qualité. Okay? La vitesse dans un projet ERP, c'est pas ça l'enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 1, c'est la qualité. Se fier aussi, si la personne, pendant la démo, à chaque fois que vous dites, ben, peux-tu me montrer ça, peux-tu me le démontrer dans ton système? Si oui, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne vous le montre jamais, il y a un problème, finalement. Souvent, quand les gens disent qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un problème. Ils vous montrent un PowerPoint au lieu de vous montrer la démo live. Là, donc, ce qu'on veut voir, nous, c'est un environnement réel. On a parlé des effets wow. C'est le fun, c'est cool d'avoir des fonctionnalités wow que j'ai pas nécessairement de besoin ou qui répondent pas à un enjeu criant. Oui, ça peut avoir de la plus-value, mais il ne faut pas se fier à ça pour prendre notre décision. Puis, je viens de le dire tout à l'heure, donc de se faire imposer un plan de démo, c'est pas ça. Vous voulez valider votre checklist à vous. Donc, si le fournisseur vous dit « Non, moi, j'arrive avec mon plan », c'est pas une bonne idée. L'automatisation des processus aussi, c'est vraiment indispensable maintenant. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a un exemple ici d'un de nos clients qui s'appelle Paral Distribution. Où est-ce qu'on a fait eux, en fait, avec la pandémie et tout, pas cet été, mais l'été dernier, il y avait une problématique au niveau de son bureau de commande. Il y avait de moins en moins de gens. Il y avait la PCU. C'était dur de recruter du personnel. Donc, on a lancé le portail de commande autonome, donc l'espace client autonome, pour que les clients, surtout les bars laitiers, parce qu'il y a une grosse pointe en saison pour les bars laitiers, puissent passer directement leur commande. Donc, imaginez l'idée là-dedans. Des fois, on dit « Ouais, mais tiens, un site web, est-ce que c'est cher? » Ça peut être cher, encore une fois, s'il n'est pas intégré à votre solution. Dans notre cas, à nous, c'est déjà un outil qui est intégré à Fidelio. Ça représente moins de la moitié d'un employé qui serait payé au salaire minimum. Donc, si vous regardez ça, aujourd'hui, un employé 40 heures semaine au salaire minimum, on parle de plus ou moins avec les charges sociales de 32 000 $ par année pour avoir quelqu'un qui va ne faire que 40 heures. Avec un portail libre-service, ça, c'est un bureau de commande qui est ouvert pour vous 24/7, 365 jours par année. Jamais malade, se plaint jamais, puis il prend tout le temps les commandes. Ce qu'il veut, c'est faire des ventes. Donc, souvent, les gens disent, si tu es capable de facturer pendant que tu dors, c'est là que ton entreprise est rentable. Mais ça, c'est un outil qui est indispensable. Donc, de valoriser, puis ça, c'est, quand on parle d'un ROI, c'est un exemple concret que maintenant, dans votre écosystème, de pouvoir offrir ça à vos clients, c'est sûr que c'est une valeur ajoutée qui va avoir un ROI instantané. Donc, je vous invite à télécharger le guide de sélection. Aude, ma collègue, va vous envoyer tout de suite le lien dans le chat. Donc, dans ce guide-là, aujourd'hui, c'était vraiment un résumé de tout ça que je vous ai expliqué, que je vous ai présenté. Mais ça va vraiment vous donner étape par étape. C'est pour ça que son nom, c'est le guide ultime. Donc, c'est vraiment très complet. Ça va vous permettre d'avoir vraiment, vraiment tout ce qui doit être tenu en compte étape par étape pour vous assurer dans votre démarche de ne rien oublier et de faire le bon choix. Donc, je vous invite à aller sur notre site web ocomsoft.ca et vous allez être capable de télécharger ce guide directement à partir du site. Donc, on arrive à la période de questions. On se gardait un petit 10 minutes à la fin du webinaire. Donc, allez-y s'il y a des questions. Je suis ouvert pour les 10 prochaines minutes à prendre des questions, peut-être même un peu plus. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous lancer, avec vos questions.
Oups, je vais juste remettre la petite slide ici. Donc, Aude, est-ce que tu as reçu des questions? Pas de questions encore de mon côté, donc vraiment n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Et à télécharger aussi le guide que j'ai envoyé il y a quelques minutes. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre présence aujourd'hui au webinaire. Il y a l'adresse info@comsoft.ca. Donc, si jamais actuellement, ce n'est pas le temps pour vous de poser des questions, vous êtes attendu ailleurs, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires à l'adresse. Et comme on a dit au début de la présentation, le lien pour le replay du webinaire va être envoyé cette semaine et va faire partie aussi plus tard de l'ensemble des webinaires qui sont disponibles sur notre site web. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie encore une fois beaucoup de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous et n'hésitez pas à aller télécharger le guide de sélection sur notre site web. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée à tout le monde.